Écoutez, merci beaucoup d'être là. Je suis très content d'être ici. J'étais venu ici il y a 13 ans, 12 ans. Euh, Ça fait un petit moment que j'ai pas mis les pieds sur scène, parce qu'il m'est arrivé un accident il y a quelques années. J'étais confronté à un gros larcène dans une répétition de guitare, et ça m'a fait l'hyperacousie des acouphènes. Du coup, je suis très sensible au bruit. Du coup, j'aimerais beaucoup que vous n'applaudissiez pas, même si la conférence est extraordinaire. Donc vous pouvez rigoler, vous pouvez parler et tout, il n'y a aucun problème. Je demanderai juste de faire des applaudissements à l'ASF. Ça a le gros avantage, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la conférence. Moi je vous vois, les gens vous voient et ça fait pas de bruit, donc on peut continuer. Donc super, merci beaucoup. Euh, Trop bien. Euh, Moi c'est Camille Roux et je vais vous présenter une aventure qui m'est arrivée depuis quelques années, ça fait 4 ans maintenant. Et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à faire des trucs comme ça avec du code. Ce que vous avez besoin de savoir sur moi, c'est qu'à la base, je suis un développeur Ruby on Rails, donc c'est un framework web, et je suis aussi le fondateur de Human Coders, qui est un centre de formation pour développeurs. On a pas loin de 200 formations au catalogue, et voilà, c'est des formations pour des professionnels qui sont développeurs. Si vous voulez former à React, Symfony, etc., on a des formations comme ça. Si vous voulez tweeter, et je connais pas les termes pour les autres, sur Blue Sky, Mastodon, etc., c'est par ici. Vous pouvez faire des photos, tout ce que vous voulez, m'envoyer des DM. Voilà, ça sera un plaisir de discuter avec vous. Et je serai là, de toute façon, toute la suite de la journée et demain pour discuter avec vous. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes en 2021. Ça fait un petit moment que je fais la musique. Et la musique, c'est compliqué pour moi parce que dès que c'est trop fort, je suis dérangé. Et donc, je me cherche une nouvelle passion. J'ai un profil, c'est que j'adore me lancer dans un sujet et m'y mettre à fond. Et donc je cherche vraiment de nouvelles passions sur lesquelles je vais y passer des mois dessus. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me dis j'adore être ce gars-là, pour avoir la compétence de me mettre assis à une table de café, prendre un cahier, un stylo et dessiner un truc super beau. Donc je demande à une pote à moi qui est illustratrice, qui est OK pour m'apprendre les bases. Moi, j'ai jamais dessiné, les arts visuels, c'est pas du tout mon truc. Donc je commence, bon, et sans surprise, c'est vraiment pas extraordinaire. Je vois que le chemin va être très très long et ça me décourage très vite. Donc je me dis, je vais essayer de trouver un truc qui est un peu près de ça, mais quand même qui fait intervenir des compétences que j'ai déjà, histoire de gagner un peu de temps. Donc je me dis, je vais faire des trucs avec de la géométrie, de la perspective. Ça va un peu m'aider, parce que ça je connais, des motifs un peu mathématiques. Donc je passe sur Procreate, qui est un truc pour dessiner sur iPad, ça assiste. Du coup, ok, j'ai mes cercles qui sont ronds, j'ai mes carrés qui sont bien droits, mais bon, ça reste toujours vraiment pas extraordinaire, très loin de ce que je maîtrise, et ça reste très long. Donc je me dis, je vais faire du dessin vectoriel, comme ça, si j'ai besoin de faire 1000 cercles, un arc de cercle, je peux le faire. Et finalement, rapidement, quand j'en suis là, je me dis, autant le faire avec du code, ça va aller plus vite. Et c'est comme ça que je me retrouve, quelques semaines après à peine avoir cette ambition incroyable d'apprendre à dessiner, à ne plus jamais dessiner, et apprendre à faire du P5. Donc c'est P5.js, c'est une lib extrêmement connue en JavaScript. Si vous n'avez jamais utilisé, imaginez Paint avec du JavaScript. Vous avez vraiment les mêmes fonctions, donc c'est très très light. Vous pouvez faire des cercles, des carrés, des ovales. Vous choisissez la taille, la disposition, la couleur, et ça vous fait ça. Donc vous avez un exemple très simple de P5. Voilà. À ce moment-là, je suis très curieux de voir s'il y a d'autres gens qui font ça, et donc je traîne sur Instagram, et je vois qu'il y a vraiment toute une communauté de gens qui font de l'art algorithmique. Ça a des noms différents, mais qui font de l'art avec du code. Et pour prendre une des premières fois de ma vie, c'est de l'art qui me parle. C'est que je suis vraiment le gars qui, d'habitude, quand il va dans un musée, s'ennuie profondément. Je comprends pas ce qu'il y a à voir, ça m'ennuie. Même dans les musées d'art contemporain, je m'amusais pas beaucoup. Et alors, quand c'était de l'art traditionnel, là, c'était l'enfer. Et là, ça me plaît, je regarde des trucs et ça me pose plein de questions. Mais comment ils ont fait ça? Ah, mais est-ce que j'arriverai à le refaire? Je pense que je peux le refaire. Et c'était trop bien. Et je remarque qu'en 2021, ces gens-là, ils mentionnent régulièrement différents sites. Ça peut s'appeler Ikeknunk, Foundation, Super Art. Je les connaissais pas à l'époque, vous les connaissez probablement pas. Et en fait, je me rends compte que c'est des places de marché où on peut vendre des œuvres en numérique sous forme de NFT. Mais ça met un petit moment à comprendre parce que c'est à ce moment-là, c'est des sites extrêmement moches avec un vocabulaire que je maîtrise pas. On parle de swap, de mint, de wallet et je sais pas ce que c'est. Euh, je décide de jouer un peu avec P5 et ça, c'est les premiers projets que je fais.
Donc c'est des projets animés. Et je tente de le poster sur une plateforme qui est ouverte, sur la blockchain Tezos, qui s'appelle à l'époque Inkeknook et qui s'appelle maintenant Theia. Pendant toute la présentation, vous aurez régulièrement des petits mots-clés ici. Le but du jeu, c'est que s'il y a un sujet qui vous inspire, une techno, des sites, libre à vous d'aller les chercher. Voilà, je vais parler de plein de choses. Prenez ce qui vous plaît, allez jouer avec. Voilà, moi, ça m'amuse beaucoup et j'espère que je vais partager un peu cette passion. Donc, je poste le tout premier. Donc, c'est une vidéo qui tourne en boucle. Je la mets en 10 éditions à 1 euro l'exemplaire. Et à ma grande surprise, ça se vend. J'avais pas du tout prévu. Je pensais vraiment c'était juste un essai technique. Et il y a des gens qui achètent. Je suis très curieux. Est-ce que c'est des bots? Est-ce que les gens veulent investir? Mais alors, investir sur quelqu'un qui sort de nulle part, c'est pas des gens que je connais. Pourquoi ils ont acheté? Je comprends pas bien. Donc j'en poste un deuxième. Il y a encore des gens qui achètent. Je finis par discuter avec certaines personnes. Je me rends compte que c'est pas des bots, c'est des vrais gens qui ont acheté parce qu'ils aimaient bien. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui surveillent ce site et qui achètent ce qu'ils aiment bien pour soutenir les artistes. Ils aiment bien collectionner. Et c'est des vrais gens quoi, qui sont souvent passionnés d'art ou qui ont commencé pendant le Covid. Et pour la première fois, ils ont pu acheter de l'art en version numérique. Et donc, je discute avec ces gens-là. Donc, j'en posterai quelques-uns comme ça. Puis un jour, on me parle d'une autre plateforme. C'est que mes collectionneurs me disent qu'il faut à tout prix que tu ailles sur FXH. Je crois que c'est fait par un Lyonnais en plus. Donc ça ressemble à ça. À l'époque, c'est un peu moins beau, mais c'est à peu près le concept. Et le concept, c'est que avant, sur les autres sites, on postait des images, des vidéos. Là, je peux poster du code. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est une sous-discipline de l'art génératif. Ah ouais, petit truc, dans le art génératif, il y a le mot génératif, ça n'a absolument rien à voir avec les IA. C'est un mot qui existait avant, on cherche le terme maintenant, mais il n'y a aucun lien avec les IA. Voilà. Donc les précédents sites ont posté des vidéos, des images, là on pose du code. Donc le but du jeu, c'est de faire un code qu'on met sur la blockchain. On va définir un nombre d'éditions. Par exemple, ça c'est un projet qui est en vente en ce moment. Il y en a 250 possibles, il y en a 16 qui ont été achetés. Et chaque édition va être différente et générée à l'achat. C'est qu'au moment où on l'achète, on ne sait pas ce qu'on va avoir. On sait juste que ça sera une pièce générée par l'algorithme qui a été mis en ligne. On peut s'amuser à générer des éditions, on clique sur variation et on voit ce qui se passe. Donc on peut avoir une idée de ce que l'algorithme peut faire. Mais le résultat que vous aurez dépend de la transaction et donc il faut acheter pour savoir ce que vous aurez. Donc il y a un effet Kinder Surprise incroyable. Libre à l'artiste de définir tout ce qu'il veut faire varier, ce qu'il veut faire varier les palettes, la taille, les marges, le paysage, le nombre de soleil, ce qu'il veut. Ça, c'est un des premiers projets que je vais poster sur FXH, donc on est fin 2011. Je m'amuse avec, j'ai aucune ambition là-dessus, c'est vraiment juste pour tester. C'est animé, et je m'amuse à faire ça. Donc là, c'est vraiment du P5, et comme c'est en longue forme, des éditions, il y en a plein. Donc je m'amuse à faire varier le frame, le format des vagues, les couleurs, est-ce qu'il y a un arc-en-ciel? L'arc-en-ciel c'est très rare, des fois il y a un ciel blanc, le soleil peut être rouge, et je fais des trucs comme ça. Donc je vais en faire une petite dizaine, c'est super rigolo, et je commence à avoir une petite communauté de collectionneurs, ce qui m'étonne beaucoup à ce moment-là, mais c'est le cas, quand je fais des trucs, il y a des gens qui achètent, et c'est assez surprenant. Du coup, je me dis, ok, bon, j'ai fait des petits dessins, c'est rigolo, mais est-ce que c'est beau? J'en sais rien. Je vais essayer de faire des trucs qui me passionnent un peu plus. Donc là, je vous présente Arteria, et c'est un projet qui est basé sur des agents autonomes. Donc le but du jeu, c'est là toujours pareil, c'est fait en P5. Il y a quelques agents qui sont disposés au départ sur la page. Ils se déplacent avec des règles simples. De temps en temps, ils ont des enfants. Quand ils croisent le parcours de quelqu'un d'autre, ils meurent. Et ça fait des motifs extrêmement variés. Et c'est une sous-discipline qu'on appelle l'émergence. Parce que du coup, avec des règles très simples, on peut faire des patterns très complexes. Et des éditions, il y en a un peu plus de 300. Et donc voilà un petit extrait des 300 éditions qui seront vendues de ce projet. Donc toujours très varié. Et donc c'est autant une surprise pour moi que pour les gens, parce que même moi, je ne sais pas ce qui va sortir. Je peux juste faire refresh sur mon navigateur et en voir plein, mais je ne sais pas lesquels vont sortir. Et il y a tout un jeu de rendre l'algo un peu complexe, et du coup on peut des fois voir, même souvent, voir des combinaisons qu'on n'avait même pas imaginées, on ne peut pas tout tester. Je vous demande pas d'aimer ce que je fais,
Même moi, c'est compliqué de répondre à la réponse est-ce que j'aime bien ce que je fais. Donc vraiment, c'est pas une obligation. Et du coup, voilà quelques autres pièces que j'aime bien pour montrer d'autres choses qui sont faites. Ici, Anticyclone de William Upham, qui est en français. Donc c'est vraiment une des pièces vraiment très connues du mouvement de l'art génératif. Ici, Garden Monolith, qui est fait par Zancan, qui est aussi en français. Et une autre pièce, September, de Tyler Boswell. Mais comme je vous l'ai dit, la seule contrainte, c'est que ça doit tourner sur le navigateur. Donc on peut faire des choses animées. On peut même, par exemple, trouver des jeux vidéo qui sont générés. Et donc, quand vous mintez ce jeu vidéo, donc ça veut dire acheter le jeu vidéo, il y a des règles qui sont, et des graphismes et une histoire qui est spécifique à vous, par exemple. C'est que les jeux des autres seront différents du jeu que vous avez. Voici une pièce animée, par exemple, qui évolue de manière infinie et qui sera jamais la même. Donc voilà Cargo de Kim Asenhoff, et qui est aussi une des pièces assez marquantes du mouvement. Là, à ce moment-là, je commence à intervenir de temps en temps dans des podcasts. J'ai une petite base de collectionneurs, même si je ne suis pas du tout dans les artistes les plus connus. Et on commence à parler de moi en étant un artiste. Mais moi, l'artiste, c'est pas ce que je suis. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a fait des études d'art, qui sait hyper bien dessiner, qui s'y connaît en histoire de l'art. Et moi, je coche aucune des cases. Je dessine très mal, j'y connais rien, et j'ai vraiment l'impression d'être un imposteur. Jusqu'à ce que je discute avec une collectionneuse qui s'appelle Lucie Éléonore, qui tient une maison d'enchères à Paris. Et elle me dit, écoute, ton ambition, c'est de faire quelque chose qui est beau, de créer des œuvres artistiques. Ouais. Bah, t'es un artiste, point. D'autres questions? Et c'est comme ça que je me retrouve à être un artiste, parce que je comprends que c'est pas la difficulté que j'en avais, et c'est juste l'ambition qu'on a, la motivation qu'on a, qui fait de nous un artiste ou pas, et finalement, peu importe. Du coup, je continue. Ça me plaît bien, et là, je me dis, ok, on va essayer de passer un peu à la vitesse supérieure, et de faire des projets encore en y passant un peu plus de temps, et essayer de vraiment chercher une esthétique plus prononcée. Je vous présente Foldara Dura, qui est là aussi fait avec du P5 JS. Et du coup, c'est plein de petits segments qui sont orientés dans la longueur et fonction de forces qui sont mises sur la page. Donc il y a des forces de répulsion, d'attraction et des règles sur les couleurs, etc. Et du coup, ça fait des pièces terrifiantes. Voilà une autre pièce du même projet. Et encore une autre pièce du même projet. Et donc il y en a, je crois, 500. Donc là, je suis trop content. C'est mon premier projet sur Ethereum. Avant, c'était sur Tezos. Et déjà, c'est trop fou l'histoire qui m'arrive. Et à ce moment-là, il y a une plateforme, une galerie qui va me chercher, qui me dit, OK, on aimerait bien travailler avec toi. Et je travaille avec eux. Et mon projet se retrouve à New York. Euh, donc là, c'est le Lume Studio à New York. Et en fait, j'ai fait ce projet qu'on voit sur l'écran. Et mon projet va être exposé et vendu dans plusieurs villes du monde, à Londres, à New York, à Los Angeles, à Mexico, à Berlin, à Tokyo. Et c'était pas du tout prévu, hein. C'était pas du tout le plan. Moi, à la base, je veux juste faire jouer avec P5, hein. Et donc, il y a ça qui me tourne dessus. Petit delta, c'est que ma pièce, elle n'est pas juste sur l'écran, c'est que dans ces studios, en fait, c'est des studios qui sont faits pour tourner des clips. Et du coup, ma pièce va être exposée sur tous les murs et le sol de la salle. Et c'est animé, donc c'est vraiment partout. Donc voilà, l'expérience est folle. Petit point technique, parce que je voulais aussi vous donner des outils ou des outils un peu sympas avec lesquels jouer. Jusqu'à maintenant, c'était tout en JS et donc en P5. Ça a quelques contraintes. Donc, ça ressemble à Paint. Et quand on veut faire des trucs très fins, des textures, le seul moyen finalement d'arriver à faire ça, c'est de faire plein de petites formes minuscules. Mais bon, c'est pas optimisé. Et si on veut faire des choses animées, on est très très vite limité. Dès qu'avec P5, vous allez faire déplacer 1000 pièces par frame, ça va commencer à ramer sur des machines pas incroyables. Et donc, je me mets au shader. Alors, plus spécifiquement, au fragment shader, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas, le shader, c'est ce qui tourne sur la carte graphique et qui permet de faire tourner vos jeux, par exemple. Donc, il y a deux grosses parties. Une partie qui s'occupe de la 3D, c'est les vertex shader. Et puis, la partie qui est écrite dans le même langage en GLSL aussi, qui s'occupe de tuner la texture qu'on met dedans ou créer la texture qu'on met dedans. Et moi, je vais faire que cette partie-là, qui s'appelle le fragment shader. Donc en gros, on fait une forme géométrique qui fait la taille de la fenêtre, qui est un rectangle, et on dessine dedans. Donc on fait que la deuxième partie. Et donc ça va ressembler à ça. C'est du code qui ressemble vachement à du C, qui s'exécute sur la carte graphique. Moi je viens du monde Ruby, j'ai pas du tout l'habitude que la mémoire soit pas gérée pour moi, de pas avoir, à aucun moment avoir de retour d'erreur.
et d'avoir des incompatibilités improbables sur Samsung S22, mais ça marche sur S23 et S21. Voilà, je me retrouve dans le monde du WebGL. Ici, il y a plein de ressources qui sont très cool. Par exemple, le Book of Shader, qui est un super bouquin pour démarrer sur les shaders. Une version vidéo qui est super bien. Inigo Quiles, qui est un peu le roi, enfin la bible des fonctions mathématiques qui s'appellent les SDF, qui sont très utilisées en GLSL. Et ce site qui regorge énormément d'exemples de projets totalement fous faits en fragment shader. Et donc, je fais mon premier projet en collab avec Mathieu, qui est aussi mon associé chez Human Coders. À force de le saouler avec ça, je l'ai embarqué dans l'aventure. Et donc, on se décide de faire un projet comme ça. Alors, c'est un projet un peu plus donnant, parce que c'est très compliqué de faire ça. Et on va bosser là-dessus. Donc, c'est animé. Et le but du jeu, c'est qu'on prend une grille, qu'on déforme. Et donc là, on a utilisé massivement la SDF. Les SDF, c'est le Sign Distance Function. Et donc, en fait, on va définir la distance à des trucs. Et ici, on va se baser sur la distance par rapport à la grille. Donc on définit une grille qu'on déforme, et en fait, tout le jeu va être de faire des tâches dont la couleur, la forme dépendent de la distance par rapport à la grille qui a été déformée. Donc c'est comme ça qu'on a les bords qui sont un peu plus foncés, la couleur qui bouge, etc. Une grosse partie est bougée là-dessus. On s'était donné une contrainte qui n'était pas du tout imposée, mais qui était un enfer à gérer, c'est qu'on voulait que ce soit beau aussi imprimé pour que ça ait l'air vraiment d'une aquarelle. Mais imprimé avec une imprimante. Donc, sur la version digitale, il y a un papier qui est simulé, et sur la version imprimée, on enlève la texture de papier, et on voulait qu'une fois imprimé, ça ait la même tête qu'avec la texture générée. Et ça, c'est pas simple, et on a passé beaucoup de temps à arriver à avoir un résultat comme ça, où j'espère que ça peut être un peu trompeur quand on n'est pas trop près. L'aventure continue. Je me retrouve à Breakmoment Paris, l'an dernier. Et du coup, c'est un événement où je peux enfin rencontrer des artistes que j'aime beaucoup. On a une vingtaine d'artistes. On discute en permanence sur Slack. C'est une vraie passion. Mais je ne les ai jamais vus. Et là, cette fois-ci, je peux enfin rencontrer des artistes du monde entier que je connais. Et donc, il y a un événement incroyable à Paris qui se passe. Un peu plus tard, la même galerie me dit « Hey, on va à Venise. Est-ce que tu veux qu'on mette ton projet à Venise pendant la Biennale de Venise l'année dernière ?» Et du coup, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et c'était juste incroyable. Ça, c'était juste incroyable. Euh, Jusqu'à maintenant, ça, c'est un projet que j'ai sorti en novembre dernier. Jusqu'à maintenant, mes projets, ils n'avaient pas vraiment de sens. Dans un premier temps, mon objectif, c'est de faire des trucs pour m'amuser techniquement. Dans un deuxième temps, c'est d'essayer de faire des choses belles. Mais j'avais pas pensé à faire des choses vraiment intéressantes ou qui ont du sens. Et donc, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai à exprimer. Et vous le savez déjà, mais finalement, moi, l'hyperacousie, c'est un gros sujet. J'ai passé 3 ans de ma vie où le froncement d'un papier était un son très agressif pour moi et ça me faisait mal. Donc, j'ai décidé de faire un projet qui l'exprime. Et donc, j'ai fait Résilience, qui, pour moi, exprime le fait que c'est une tranche de vie qui est perturbée à un moment. Et le but du jeu, c'est que la vie reprenne son cours à la fin. Et donc, ça va être toute une série abstraite où, à chaque fois, il y a ces symboliques qui sont représentées. Vous l'avez compris, c'est du long forme, il y a plein de versions différentes. Et voilà, 3 autres pièces de la série. Où voilà, il y a plein de choses qui varient, mais il y a toujours le concept qui est là. C'est que voilà, au début ça va bien, puis ça va pas bien, puis ça va bien à nouveau. Et c'était un message d'espoir que je voulais mettre à travers ça. Dernier point technique que je voulais aborder, c'était ça, c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé et sur lequel j'ai travaillé qui sortira cet été dans une galerie londonienne. Qui est fait en Three.js cette fois-ci. C'est une lib pour faire de la 3D en JavaScript. C'est assez verbeux. Mais en fait, j'ai pas tout utilisé la partie 3D. J'ai utilisé une classe dedans qui s'appelle le GPGPU, qui n'est pas documentée. Peut-être ça a changé maintenant, mais bon, à l'époque, elle n'est pas documentée. Par chance, on a un Français, Bruno Simon, qui a fait un tuto sur Three.js qui est juste incroyable et qui explique ça extrêmement bien. Le but du jeu, c'est le temps que le web GPU soit diffusé, d'arriver à faire quelque chose un peu similaire. Et donc, dans cette partie-là, je vais utiliser des particules. Donc sur ce projet, il y a, je ne sais plus, quelques centaines de milliers de particules qui sont disposées au départ. Et je vais avoir 3 shaders. Un qui va définir la position à chaque étape, un qui va définir la vitesse à chaque étape,
et un qui va s'occuper de la partie esthétique. Et du coup, bah, j'ai défini des forces. Alors, le gros des forces est défini dans celui qui s'occupe de la vitesse. Et donc, à chaque fois, je vais recalculer les vitesses. Donc, vous voyez qu'il y a des forces d'attraction, des forces de répulsion, et un noise qui va mettre de la répulsion à certains endroits, et ce qui fait ce côté un peu granuleux ou la palisse de la pièce. Et je laisse ça traîner un petit moment. Les pièces finissent, toutes les particules finissent par trouver un état à peu près stable, et la pièce s'arrête là. Donc voilà, 3GS journée c'est le tuto de Bruno Simon et qui est juste passionnant. L'histoire continue, donc je vais exposer encore à Londres et je sais pas ce qui va m'arriver après, mais c'est une passion. Je commence à avoir mon disque dur qui se remplit de pièces qui sont même pas sorties. Ma Dropbox est pleine de projets. Voilà, je voulais partager cette aventure avec vous. Donc, encore une fois, c'était pas du tout pour que vous le trouviez beau ou que vous l'achetiez ou quoi que ce soit, mais c'était une vraie passion. J'espère qu'il y aura des. Le but du jeu, c'était de montrer que le code peut être ludique. C'est toujours cool de ne pas l'oublier. Et moi, ça m'a fait énormément marrer. Je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire incroyable. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Et il nous reste un peu de temps, si vous voulez. Donc, c'est avec grand plaisir que je peux prendre des questions. C'est le QR code pour donner des retours. Vous l'avez sûrement dû voir pour .conf. Donc, vous pouvez le scanner et mettre des retours. Si vous voulez m'embêter sur les réseaux, c'est ici. Et si vous voulez voir mes autres projets dont je ne vous ai pas parlé, ça se passe ici.